Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la chirurgie ambulatoire ou comment dormir le soir même de son opération. Près de 50% des opérations dans les établissements se font en chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que la chirurgie ambulatoire? Comment sont pris en charge les patients? Qu'est-ce que le parcours de soins de ce patient en chirurgie ambulatoire? Pour répondre à ces questions, dans la première partie de l'émission, nous sommes allés à la rencontre du professeur Carcopino et du docteur Dufeu qui nous parleront de la chirurgie ambulatoire chez l'adulte. Dans sa parole d'expert, le professeur Xavier Fletcher nous parlera d'un mot un peu particulier, la RAC. Il vous dira tout. Dans une seconde partie d'émission, nous aborderons la chirurgie ambulatoire chez l'enfant et nous irons faire connaissance avec le petit Gabriel qui sera avec nous sur le plateau pour nous parler de son opération dans le service du professeur Triglia. Dans sa chronique pédagogique, le docteur Hervé Collado nous expliquera comment ne pas avoir peur de rentrer chez soi après une chirurgie ambulatoire. Et enfin, nous terminerons notre émission par la chronique Fan de santé animée par Fanny Masmejean. Sur le plateau d'Atout Santé, avec nos invités, nous avons le professeur Carcopino. Bonjour, vous êtes gynécologue obstétricien, merci d'être à nos côtés. Le docteur Nicolas Dufeu, vous êtes anesthésiste réanimateur, bonjour. Bonjour. Et puis on est accompagné aussi d'Émilie Serre, une grande championne européenne de VTT, qui est une patiente régulière de la chirurgie ambulatoire. Elle nous témoignera. Bonjour Émilie. Bonjour. Et enfin, professeur Xavier Fletcher, bonjour, notre chroniqueur régulier. Bonjour Xavier. Docteur Nicolas Dufeu, nous allons évoquer dans cette première partie la chirurgie ambulatoire chez l'adulte. Mais avant de définir la chirurgie ambulatoire, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui a fait que la chirurgie ambulatoire pouvait exister en votre qualité d'anesthésiste réanimateur? Les choses sont venues naturellement. D'abord, on s'est posé la question, pourquoi faire venir un patient la veille pour l'opérer le jour même sans rien faire la nuit de l'hospitalisation? Ça, c'est une question qu'on se pose aussi. Après, on a croisé des patients qui étaient prêts à sortir à partir de midi. Et normalement, ils devaient sortir le soir ou le lendemain matin. On s'est dit, mais pourquoi les garder à l'hôpital? Et donc, naturellement, les choses se sont posées comme ça. Et le patient a vu tout son intérêt, c'est-à-dire qu'il allait passer le strict temps utile et nécessaire dans l'hôpital. Et quel est le rôle de l'anesthésiste dans ce... Le rôle de l'anesthésiste, c'était un rôle d'équipe, tout de suite. C'est un anesthésiste, chirurgien et toute l'équipe soignante. Donc c'est une chaîne, c'est un parcours de soins, chacun a son rôle à chaque étape. Et le rôle de l'anesthésiste, c'est faire en sorte que de son côté, d'informer, de prévenir le patient, lui donner des consignes sur le jeûne en particulier, son médicament à prendre, des choses comme ça. Et quels sont les différents types d'anesthésie? Alors, il n'y a pas tellement de différence par rapport à l'hospitalisation classique. On peut faire de l'anesthésie générale, on peut faire de l'anesthésie loco-régionale, on peut faire les deux, on peut associer l'hypnose. Tout dépend de la chirurgie, en fait. Il faut juste utiliser des produits qui sont d'action courte, à élimination courte. Voilà. Merci. Alors, avant de donner la parole à nos autres invités, nous allons visionner un reportage présenté par Patrick Loez et Laura Siofi. Bonjour madame. Bonjour. Alors, installez-vous. Les techniques d'anesthésie en chirurgie ambulatoire ainsi que les techniques de chirurgie d'ailleurs sont les mêmes. En fait, les patients, qu'ils soient pris en charge en ambulatoire ou en hospitalisation conventionnelle, bénéficient du même type de soins. Globalement, les techniques chirurgicales et médicales progressent, évidemment. La médecine progresse et nous permet maintenant de donner une réponse à ces nouveaux défis que sont les prises en charge ambulatoires. Autrement dit, on fait de la chirurgie mini-invasive, on fait des anesthésies ciblées avec des produits, avec des courts délais d'action, on fait des anesthésies loco-régionales où les patients restent éveillés pour certains types de chirurgie lorsque c'est possible. Et donc voilà, tout ce panel de techniques médicales, chirurgicales, tout cet arsenal que l'on a à disposition nous permettent de procurer aux patients des prises en charge finalement plus modernes où les patients sont remis sur pied beaucoup plus rapidement et puis bénéficient d'une analgésie de bonne qualité pour le retour à domicile. Autrement dit, ils n'ont pas mal, même s'ils subissent des chirurgies orthopédiques, par exemple. Alors, de retour sur le plateau d'Atout Santé, où nous parlons de la chirurgie ambulatoire, et nous sommes avec le docteur Dufeu, anesthésiste réanimateur. Alors, quelle est la différence entre la chirurgie ambulatoire et l'hospitalisation classique?
Alors, la première différence, c'est qu'on rentre à la maison. La deuxième, elle est liée vraiment à un mot très important, qui est que le patient est au centre de l'organisation. C'est changer un peu les choses. Avant, le patient était à disposition d'équipes médico-chirurgicales, quand les consultations sont définies, en fin de soirée éventuellement. Le patient sort dès qu'il a les critères de sortie. Quels sont ces critères de sortie ? Alors, les critères de sortie sont des critères à la fois anesthésiques, c'est-à-dire que le patient ne souffre pas, ne vomit pas, est conscient. C'est votre rôle, ça. C'est un de nos rôles, oui, la prise en charge de la douleur. Mais la prise en charge de la douleur, c'est aussi avec l'équipe chirurgicale, parce qu'on peut associer de façon multimodale différentes techniques d'analgésie. Donc notre rôle, tout précisément, c'est d'accompagner et de faire en sorte que le patient soit préparé sur le plan médical notamment. Et est-ce que cette chirurgie ambulatoire se développe de plus en plus ? Alors elle se développe de plus en plus, parce que naturellement elle se développe de plus en plus. Comme on signalait dans le reportage, la chirurgie a fait d'énormes progrès, les mini-invasives, on maîtrise le saignement, les anesthésistes arrivent à avoir utilisé des produits d'action courte, associer des méthodes de prise en charge de la douleur, des techniques d'anesthésie loco-régionale. Donc toutes ces avancées médicales font que le patient finalement ressent le désir de sortir le bas de plus en plus rapidement. Et est-ce que toutes les structures sont adaptées à la chirurgie ambulatoire ? Toutes les structures. Les hôpitaux, les cliniques, tout le monde tout le monde y est. Tout le monde y est, d'accord. Comment ça se passe, l'accueil du patient, sa prise en charge ? Racontez-nous un petit peu. 3 parties. C'est-à-dire qu'il faut préparer le patient avant, parce que s'il arrive dans de mauvaises conditions, pas préparé, il ne pourra pas rentrer dans le programme ambulatoire. Pendant l'intervention, il faut faire en sorte que le patient puisse sortir sans douleur post-opératoire et sans nausées, vomissements. Les deux, quelquefois, sont liés. Et surtout, ne pas les laisser tomber à la sortie, c'est-à-dire avoir un contact avec lui par le numéro d'un téléphone d'urgence. Et de toute façon, le lendemain matin, évaluation. On va évaluer nos pratiques sur le plan médical et sur le plan organisationnel. Et le patient, lui, doit se préparer à la chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit suivre les consignes que le donne le chirurgien et l'anesthésiste. N'oubliez pas votre attelle, par exemple, c'est tout bête, mais il ne faut pas oublier l'attelle. N'oubliez pas vos examens que vous devez rapporter, ou des choses comme ça. Et puis, n'oubliez pas d'être à jeun, mais le jeûne, aussi, on a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Ils sont plus à jeun à partir de minuit, tous. C'est 2 heures avant pour l'intervention pour les kits clairs et 6 heures avant pour un repas normal. Voilà. Merci pour ces informations. Professeur Carcopino, vous êtes chirurgien obstétrique. D'abord, en quoi consiste votre spécialité pour nos téléspectateurs ? Alors, je suis essentiellement gynécologue et spécialisé en chirurgie gynécologique et en chirurgie gynécologique fonctionnelle et cancérologique. Donc, je fais des choses qui vont parler beaucoup aux téléspectateurs. Je m'occupe notamment beaucoup de chirurgie du sein et de cancer du sein et de cancérologie gynécologique. Alors, dans votre service, vous avez mis en place une prise en charge où la patiente rentre le matin, elle ressort le soir sur certains types d'opérations. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce chemin ? Alors c'est un chemin qui s'est mis en place depuis maintenant quelques années et qui est devenu quelque chose d'incontournable dans notre activité. Comme l'a très bien expliqué Nicolas, puis le reportage expliquait très bien exactement tout ça. Ça nous a permis au fil des années de pouvoir proposer ce service à nos patientes tout en faisant une démarche progressive pour que ça se passe sans heurts et sans aucun danger pour nos malades, parce que tout ça, ça doit être encadré bien évidemment. Dans quel type d'opération là ? Alors pour la gynécologie, c'est une spécialité qui se prête très bien à la chirurgie ambulatoire, pour la chirurgie des lésions précancéreuses du col, pour la chirurgie du sein, la chirurgie du cancer du sein, ça s'est énormément développé. Et puis on parlait des techniques mini-invasives avec le développement de la célioscopie qui permet de faire de la chirurgie pelvienne avec des incisions minimales. En un mot, quels sont les avantages de faire opérer en chirurgie ambulatoire pour vous ? Alors les avantages, ils sont nombreux aussi bien pour les malades que pour les équipes et les pouvoirs publics, puisque pour le malade et notamment pour nos femmes, ces patientes qui sont aussi souvent des mamans, ça leur permet d'être rentrées chez elles le soir. C'est important, ça leur permet de conserver leur environnement et peut-être d'être un petit peu moins stressés. Pour les équipes médicales, ça permet d'être peut-être plus à l'écoute du malade, parce qu'effectivement, Nicolas disait, c'est une chirurgie qui est centrée autour du patient. Et ça, c'est un point très important. Ça va nous permettre d'être vraiment... On est obligé d'être à l'écoute du malade pour que ça se passe bien, sinon ce ne sera pas possible. Et puis enfin, pour les pouvoirs publics, c'est important, c'est une réduction des coûts, puisque le fait de ne pas rester à l'hôpital coûte moins cher pour la société. Alors, une chirurgie au centre du patient, on a la chance d'avoir Émilie qui est une patiente. Donc, vous êtes vététiste, j'imagine que de temps en temps, vous avez des cascades. Donc, ça vous est déjà arrivé. Vous pouvez nous raconter peut-être la dernière aventure qui vous est arrivée et où vous avez été pris en chirurgie ambulatoire. Oui, alors effectivement, j'ai fait une chute lors d'un entraînement de vélo dans les montagnes vers Nice. Et fin de journée... ça arrive comme tout le monde, la fatigue, donc je chute, je rentre chez moi, je décide le lendemain d'aller voir le médecin parce que je souffrais beaucoup. Et celui-ci m'a orienté chirurgie de l'épaule et le verdict tombe,
besoin d'opérer. Donc je rentre, ça m'arrive le mardi et je rentre le vendredi matin en chirurgie ambulatoire à 10h. Je suis opérée début d'après-midi vers 14h et le soir à 7-8h je suis ressortie. Ce qui m'a permis le samedi de partir en vacances. Ah, donc j'allais vous poser les avantages que ça pouvait porter, donc c'est vraiment partir en vacances. Mais au-delà de ça, comment vous avez vécu votre opération ? Ce qui était bien, c'est que c'était relativement rapide, donc pas besoin de se préparer la veille, d'avoir un régime drastique. On rentre le matin et on ressort dans la journée. Donc si vous aviez recommandé à nos téléspectateurs la chirurgie ambulatoire, vous témoignerez positivement. Oui, ouais. Plutôt. Merci, merci à tous. On va, sans plus attendre, passer à notre parole d'expert avec le professeur Xavier Fetscher, qui va nous parler d'un mot qui semble inconnu, la RAC. Alors oui, Alain, tout à fait, sous ce terme odieux RAC se cachent des initiales RAAC, récupération améliorée après chirurgie. Il s'agit d'un terme qui a été inventé au Danemark il y a maintenant 20 ans par un de nos collègues chirurgiens abdominaux, qui a permis de témoigner qu'en réduisant les durées d'hospitalisation, on pouvait réduire la mortalité et les complications inhérentes à cette chirurgie. Alors à quoi ça sert ? Intuitivement, certains patients, on en parlait tout à l'heure, pourraient penser que le but n'est pas d'améliorer les soins, mais de faire plus vite et de faire moins cher, en disant « mais on veut me mettre dehors pour faire de la place ». Eh bien, plusieurs études, à la fois dans le domaine de la chirurgie du côlon comme de la chirurgie orthopédique sur les arthroplasties de hanches et de genoux, ont témoigné que la mortalité et les complications pouvaient diminuer, et ce même chez des patients très âgés, avec une récupération physique et psychologique qui était plus rapide après cette intervention. Ça concerne des patients qui sont entre guillemets éligibles à cette chirurgie, avec un certain environnement qui est présent, un entourage familial, une habitation adéquate, et des patients qui sont préparés par des groupes de travail avant l'intervention, et puis un certain support, y compris technologique, avec de la télémédecine après cette intervention. 3 conditions sont nécessaires pour que ça marche. Associer le patient à ses soins, il faut que le patient soit acteur de sa santé. Le patient est un opéré, ce n'est plus un malade. On fait tout pour démédicaliser. Il faut qu'il ait à côté de lui une équipe pluridisciplinaire avec anesthésiste, chirurgien, mais aussi personnel infirmier, kinésithérapeute, diététicien, etc. Et puis on en parlait tout à l'heure, on modifie aussi les pratiques médicales, en particulier en anesthésie, avec des analgésies multimodales permettant de diminuer les doses et des voies d'abord mini-invasives. Merci Xavier, merci à vous tous d'avoir participé à cette première partie d'émission. Pour la deuxième partie d'émission, nous allons à la rencontre du petit Gabriel pour parler de la chirurgie ambulatoire chez l'enfant. Reportage de Patrick Loez et Laura Cioffi. J'ai une montre. Qu'est-ce que c'est ? C'est une montre. Vous êtes à la 6. À la 6, on est... Ah, autant. 48. La chirurgie ambulatoire est une modalité d'hospitalisation qui, par définition, entraîne une sortie le jour même de la chirurgie. Chez l'enfant, la particularité, c'est que les enfants ne sont éligibles à une chirurgie ambulatoire qu'à partir de 6 mois. Il faut bien évidemment que l'acte chirurgical et le terrain médical soient favorables. Il ne faut pas qu'il y ait de maladies qui empêchent le retour à domicile en toute sécurité le soir même. Et il faut que l'acte chirurgical soit compatible, c'est-à-dire de durée assez courte. Et nous avons pour cela une liste d'actes éligibles à la chirurgie ambulatoire. Je sais pas. Tu sais pas combien tu pèses ? 26 kilos, mais c'est des vrais kilos. Hein. Alors la chirurgie ambulatoire existe dans notre service depuis une dizaine d'années. Nous avons ouvert un centre de chirurgie ambulatoire sur le Pital Nord depuis l'année 2016, donc ça fait maintenant 1 an que nous avons commencé. Et ça se développe de plus en plus parce que les patients sont très demandeurs d'un retour à domicile le jour même du bloc. Et bien sûr, il y a des contraintes économiques qui font que cette modalité de prise en charge est moins coûteuse pour la société. Alors Gabriel est un petit garçon de 6 ans qui présente une otite séromuqueuse du côté droit. Et donc aujourd'hui nous allons l'opérer pour lui mettre en place un aérateur transtympanique, c'est-à-dire un drain du côté droit. Et je profiterai de l'anesthésie générale pour aller regarder au fond de son nez ses végétations. Si celles-ci sont trop grosses, je les retirerai pendant le geste.
Tu es en salle de réveil. Tout va très très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va commencer par Gabriel. Tout va bien? Ça va, c'est bon. Il a mangé, il a bu, Super. il est allé aux toilettes. Il a fait pipi. Il a fait pipi. Ça s'est très bien passé. Ok. Et ça, tu as d'autres questions, Laurent? Non. Non. C'est cool? Oui. Est-ce que ça va? T'es content d'entrer? Oui, bah ça tu le sais. Salut. De retour sur le plateau d'Atout Santé avec nos invités, le docteur Ioanna Boyadjev, bonjour. Vous êtes médecin coordonnateur de chirurgie ambulatoire. Nous avons à nos côtés aussi le professeur Jean-Michel Triglia, vous êtes ORL et chirurgien pédiatre, bonjour. Bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir le petit Gabriel que nous avons vu dans le reportage précédent et son papa Johan Diné. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Et docteur Hervé Collado, notre chroniqueur. Bonjour Hervé. Bonjour Alain. Alors, monsieur Diné, peut-être d'abord Gabriel, comment ça va depuis l'opération? Ça va bien? Tu es en pleine forme? Oui. On est content de te voir à nos côtés. Comment vous avez préparé Gabriel à cette opération? Déjà, on a essayé de ne pas trop en parler à l'avance, pour ne pas faire quelque chose de trop gros pour lui à gérer. Puis on a été suivi déjà depuis une année pratiquement par le professeur, par le service du professeur Triglia, et donc du coup ça a un petit peu facilité les choses. C'était un petit peu la suite logique. C'est devenu naturel, quoi. C'est devenu naturel. Est-ce qu'il a posé des questions, il a émis des craintes? Il a émis quelques craintes quand même, notamment au niveau de l'anesthésie. Il voulait savoir s'il allait se réveiller ou s'il n'allait pas dormir trop longtemps. Alors j'ai essayé de lui expliquer de manière simple qu'il y avait un docteur, un anesthésiste qui était là pour faire qu'il puisse s'endormir et se réveiller en toute sécurité. Et vous, en tant que papa, comment vous avez géré ce moment d'attente pendant l'opération? Ça n'a pas été très très long, ça a été relativement rapide du fait de la chirurgie ambulatoire, mais ça a été un moment où j'avais assez confiance en monsieur Moridu qui l'a opéré. On avait eu un très très bon rapport avec lui, et on était en totale confiance, donc ça n'a été pas très très difficile. J'ai attendu simplement que ça se passe et qu'on m'appelle. Ça s'est bien passé, vous étiez content, enfin voilà, tout est... C'est très bien passé. Alors, docteur Boyadjev, comment vous abordez le sujet de l'anesthésie avec les enfants? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, alors on rencontre les enfants et puis les parents, la sûr, famille bien sûr. lors des consultations d'anesthésie. C'est un moment très important puisque non seulement on évalue les enfants, mais sur le plan général, mais également on explique ce que c'est que l'anesthésie de façon à dédramatiser un petit peu cette prise en charge. Qu'est-ce que vous leur dites? Quels sont les mots que vous employez? Voilà, alors on a différents supports, on a des petits livrets, on leur montre un petit peu pour les plus grands. Pour les plus petits, on a par exemple des masques d'anesthésie, on leur montre un petit peu quels sont les objets qu'ils vont rencontrer au bloc, voilà, de façon à instaurer un climat de confiance pour les enfants et pour la famille également. Et vous, professeur Triglia, quelles indications vous préconisez à la famille et aux enfants avant une opération? Donc vous êtes chirurgien, pédiatre. Oui, il y a un mot, vous savez, qui caractérise la chirurgie ambulatoire, c'est la marche en avant. Et rien ne doit altérer la marche en avant. Et donc toute cette période préopératoire doit rechercher tous les facteurs qui peuvent contribuer à arrêter quelque part cette marche en avant. Donc c'est bien cerner l'éligibilité de l'enfant, c'est-à-dire son domicile, l'environnement familial. Vous savez que par exemple que pour retourner à domicile, il faut qu'il y ait 2 parents et non pas un seul. Vous voyez, il y a quand même une certaine lourdeur là-dessous. L'éligibilité anesthésie, donc s'assurer que la consultation d'anesthésie a été faite et que l'enfant répond effectivement à des critères. Je ne vais pas entrer dans les détails d'ASA 1 ou d'ASA 2, c'est-à-dire que le réveil de l'enfant est somme toute relativement facile, il pourra retourner facilement à la maison. Ensuite, il y a s'assurer qu'il n'y a pas de pathologie. Vous savez, en ORL, on traite souvent des pathologies infectieuses en hiver, pathologie saisonnière. Donc il faut bien s'assurer que dans les jours qui précèdent, il n'y ait pas d'une rhinopharyngite, d'une angine, d'une otite qui pourrait contribuer à faire en sorte que l'intervention soit annulée ou se passe mal si par mégarde on n'a pas fait attention à ce genre de choses avec les complications et donc empêcher la chirurgie ambulatoire. Il y a le jeûne aussi, c'est également important, on l'a évoqué. Avant bien sûr l'anesthésie, est-ce qu'il y a des délais? C'est la veille? Le jeûne a beaucoup évolué. Avant, il fallait 6, 7, 8 heures de jeûne, c'est-à-dire un estomac vide tel que le réclament les anesthésistes, mais là il y a eu des progrès qui ont été faits, notamment chez l'enfant, pour éviter des problèmes métaboliques post-opératoires.
notamment au niveau des urines, de leur faire boire un petit peu de jus de pomme, par exemple, quelques heures avant l'intervention chirurgicale. Est-ce qu'il y a vous exercez depuis un certain temps, est-ce qu'il y a des opérations qui ont évolué vers la chirurgie ambulatoire dans votre discipline? Vous savez, l'ORL, et notamment l'ORL pédiatrique, a été un des précurseurs de la chirurgie ambulatoire. J'étais interne il y a 35 ans, je réalisais déjà des amygdalectomies, adénodectomies sous anesthésie générale, et donc ça n'a fait que progresser. Et nous, dans notre schéma, si vous voulez, de prise en charge des patients, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il est vrai que de plus en plus, nous élargissons les indications opératoires. En fait, ce n'est pas tellement les indications qui sont élargies, c'est que la structure hospitalière, la qualité d'anesthésie, de nouveaux outils thérapeutiques et la volonté des patients fait que naturellement, on élargit les indications opératoires. Dernière question juste rapide, c'est une question de téléspectateur, Denis de Paris, qu'on salue au passage, qui nous demande « L'anesthésie n'est-elle pas trop dangereuse pour un enfant ?» Qu'est-ce que vous répondez? Non. 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 De ce qu'on entend. Et puis Gabriel est le témoin. Merci à vous tous pour ces échanges. Nous accueillons maintenant Hervé Collado dans sa rubrique pédagogique. Doit-on avoir peur de se faire opérer en chirurgie ambulatoire? Eh bien, écoutez Alain, en fait, il y a un double sentiment chez les patients, sentiment d'appréhension de rentrer à la maison, parce qu'on est bien à l'hôpital, parce qu'on a les médecins, on a tout ce qu'il faut, et puis finalement, un sentiment aussi, on a bien envie de rentrer à la maison, parce que c'est un milieu qui est quand même assez sécurisé. Donc, pour basculer d'un l'un ou dans l'autre, il faut que nous, notre rôle, et cette émission en fait partie, c'est de rassurer les patients. Et la première chose à leur dire, c'est que le fait de retourner à la maison est une prescription médicale, c'est la responsabilité médicale d'un médecin de faire rentrer le patient à la maison. Alors, c'est facile à dire, mais il faut rassurer les patients. Je crois que tout ce qu'on vient de dire est de sorte à rassurer les patients. Je crois que ce qu'on a dit dans la première partie, notamment le retour rapide après chirurgie, permet tout cela et rassure les patients. Premièrement, l'amélioration de l'anesthésie. On sait que maintenant on utilise beaucoup moins de drogue. Le traitement antalgique, maintenant on a beaucoup moins besoin de morphine, alors qu'on sait que la morphine avant entraînait des pathologies par rapport aux nausées, aux vomissements que cela pouvait entraîner. Donc maintenant on maîtrise beaucoup mieux tout ça. La chirurgie en soi a été améliorée. Vous vous rappelez, avant on avait encore des drains, ça coulait, on disait aux patients il faut attendre que ça ait fini de couler. Maintenant, l'amélioration de la chirurgie, on saigne beaucoup moins, donc on rassure les patients, ça ne va pas saigner, vous allez pouvoir rentrer à la maison. Pour terminer, je crois que rassurer définitivement les patients, c'est un travail, comme on l'a dit, d'équipe multidisciplinaire, avec les médecins, les chirurgiens, les kinés, les infirmières, et le patient doit être préparé à cette chirurgie, et c'est en amont qu'on prépare, ce n'est pas le jour de l'intervention, c'est-à-dire qu'on va préparer ce patient à la fois psychologiquement, et on va lui expliquer toutes les étapes de la chirurgie pour qu'il ne soit pas surpris d'un retour à domicile qui va être un petit peu prématuré. Donc en fait, vraiment rassurer le patient, c'est de dire qu'il n'y a pas ce sentiment d'abandon. Une fois qu'il sera rentré à la maison, il ne va pas être seul. Il y a des moyens de communication qui sont mis à sa disposition s'il y a un problème particulier. Voilà. Et donc pour terminer, dire aussi qu'il y a des pathologies qui sont spécifiques de la chirurgie ambulatoire et qu'effectivement, quand on a des comorbidités lourdes, quand on a des pathologies lourdes secondaires, on ne va pas forcément aller vers une chirurgie ambulatoire. Donc, on choisit quel patient, et quand on le choisit, on sait que le retour à domicile peut se faire en toute sécurité. Merci Hervé. Alors, une question qui me vient aux chirurgiens. Est-ce que vous avez eu déjà des gens qui ont refusé d'être opérés en chirurgie ambulatoire et qui ont préféré une hospitalisation par crainte? De moins en moins. Clairement, les progrès se font dans la tête des chirurgiens, dans la tête de l'administration, mais surtout dans la tête des parents et des enfants. Vraiment, il y a un consensus là pour aller vers la chirurgie ambulatoire de tous côtés. Tout le monde. Donc, vous êtes aussi témoin de ça. Hein, ça a été spontané. Et Gabriel, qui est ici, qui est magnifique. Hein, on a vu sur le reportage tout à l'heure dynamique, mais là, il n'arrête pas de bouger. Est-ce que tu bouges beaucoup? Non, tu es trop sage. Moi, je trouve que tu es trop sage. Écoutez, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à vous accueillir. Nous allons maintenant donner la parole à Fanny Masmejean, qui, dans sa rubrique Fan de santé, nous parlera d'hypnose. Bonjour à tous. La chirurgie ambulatoire, on le sait, c'est un vrai confort pour le patient, mais aussi pour les praticiens et le personnel dans les blocs opératoires. C'est une véritable avancée dans le domaine médical. Les techniques ne cessent d'évoluer et celle que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui va certainement vous épater.
Nous sommes aujourd'hui dans le cabinet de Christophe, hypnotiseur-magnétiseur, qui va m'expliquer en quoi l'hypnose peut remplacer l'anesthésie et peut éviter les douleurs. Je sais, vous êtes peut-être un peu sceptique vous aussi, écoutez, la seule façon de le vérifier, c'est d'essayer. Allez, c'est parti. Je vous en prie, allongez-vous sur la table, détendez-vous au maximum. Patrick? Ah oui, parce que Patrick, c'est mon caméraman. N'oublie pas de me filmer sous hypnose, je vais tout voir après. J'approche ma main de votre tête, vous allez sentir un poids de plus en plus lourd. Tellement lourd que lorsque je rentre ma main en contact avec votre front, vous vous sentez partir dans un monde de rêve et d'imaginaire, vous vous sentez parfaitement bien. Et là, je vous demande de rentrer en anesthésie totale. Cette technique est réalisée le plus souvent en cabinet, mais elle est également pratiquée dans le cadre d'interventions chirurgicales, comme alternative à l'anesthésie et à ses effets secondaires. Et vous vous sentez parfaitement bien. Voilà. Maintenant, on va créer un point d'ancrage. Vous allez serrer votre poing de plus en plus fort. Et vous sentez que lorsque votre poing sera serré de plus en plus fort, vous rentrez en anesthésie locale. Là où on aura injecté par la simulation un produit anesthésiant. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez vous réveiller. Vous serez détendu, apaisé, parfaitement bien. 1, 2, 3. Vous ouvrez les yeux. 3. Vous allez fermer votre poing droit de plus en plus fort. Et vous sentez que lorsque vous fermez votre poing droit, vous avez tout votre bras droit qui va s'anesthésier lorsque je fais ce geste. Votre bras droit est complètement anesthésié. Et là, si je le pince très fort, vous ne sentez aucune douleur. Aucune douleur. Voilà, le bras est complètement anesthésié. Comment vous sentez? Apaisé et un peu dans le coton, pour tout vous avouer. Donc c'est là que je sentais mon bras qui était vraiment endormi et puis dès que vous m'avez pincé, je n'ai rien senti. Donc ça marche. C'est la fin d'Atout Santé. Merci à tous nos intervenants, à nos invités, mais surtout à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez de plus en plus nombreux. En attendant la prochaine émission, vous pouvez visionner sur YouTube Atout Santé. Nous avons la chaîne qui est à votre disposition. Nous adresser vos commentaires, vos questions sur Facebook, Twitter, Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.